Ok, donc j'ai eu des questions sur le cours sur le PFS. Alors, deux questions pour démarrer. La première question, c'est je ne vois pas la différence entre le torseur des actions mécaniques et le torseur que l'on utilise dans le principe fondamental de la statique. Alors ça, c'est normal de ne pas voir la différence puisque c'est exactement la même chose. Puisque le principe fondamental de la statique vous dit que quand on a un solide ou un groupe de solides qui est à l'équilibre, la somme des actions mécaniques qui s'appliquent sur ce solide est nulle. D'accord? Que les différentes actions mécaniques se compensent. Donc on va utiliser la modélisation des actions mécaniques et on va vérifier que quand on somme toutes les actions mécaniques qui s'exercent sur un même solide, et que la somme de ces actions mécaniques s'annule. Donc ça, c'est normal de ne pas avoir de différence puisque c'est bien le même torseur qu'on utilise. Donc il y avait une question sur sur la démonstration d'un solide soumis à 3 glisseurs qui ne sont pas 3 parallèles. D'accord? Donc ça, je vais vous refaire rapidement la démonstration. Donc, le principe fondamental de la statique, il faut bien comprendre, c'est que le principe fondamental de la statique dit que si on a un solide qui est au repos, alors la somme des actions mécaniques qui lui sont appliquées est nulle. Donc là, j'ai pris un autre exemple que le cours. Dans le cours, c'est un exemple qui était tiré d'un sujet de bac avec un sécateur électronique. Et le solide qui était soumis à 3 glisseurs non parallèles, c'était la lame du sécateur. Donc là, si je prends ce qu'on appelle une chèvre d'atelier, hein, donc une sorte de potence, on va s'intéresser. Alors, au préalable, en fait, il aurait fallu s'intéresser au vérin, ici. Donc là, au vérin qui est ici, là. Et au vérin, si on isole le vérin, donc l'ensemble du vérin, c'est-à-dire le corps plus la tige, si on isole le vérin, ici on va dire qu'on a une liaison pivot et ici donc une autre liaison pivot, ou éventuellement deux liaisons rotules, suivant comment elles sont conçues, ces articulations. Si on travaille dans le plan, les actions mécaniques qui sont transmises ou transmissibles par ces liaisons, c'est des glisseurs. Donc là on a un groupe de solides qui est soumis à deux glisseurs. Et donc on va pouvoir déterminer avec le théorème de solide soumis à deux glisseurs, donc le théorème qui était présenté avant dans le cours, la direction des deux glisseurs. Hein, on va savoir que la direction de l'effort du vérin sur la barre va être dirigée ici selon l'axe du vérin. Depuis le début de l'année, je vous ai souvent dit, alors quand on avait une vision plutôt des mouvements hein, dans cinématique, que les vérins étaient généralement montés entre deux articulations. Et donc ça a pour conséquence en fait, et ça a surtout pour objectif de bien maîtriser justement la direction des efforts. Donc si on isole maintenant la barre supérieure et qu'on fait un bilan des actions mécaniques extérieures. Je ne sais pas si je peux effacer ça, si. Voilà. Si on fait un bilan des actions mécaniques extérieures. Alors vous verrez que quand on utilise le principe fondamental de la statique, vous me verrez toujours écrire 4 points. Le premier point, c'est on définit quel est le système de solide ou le solide que l'on isole. Donc sur quel solide ou groupe de solides on fait notre étude. Donc là ici, j'ai isolé la barre supérieure. Après, on fait un bilan des actions mécaniques extérieures qui sont appliquées à ce solide. Alors ici, on a l'action de la charge sur le solide, qui est en fait le poids de la charge, qu'on connaît, qu'on va considérer comme connue. C'est-à-dire qu'on connaît sa direction, qui va être verticale, hein, ou vers le centre de la Terre si vous voulez, le sens, donc vers le bas, et on connaît la norme, hein, qui dépend donc de la masse de la charge. L'effort du vérin, on vient d'en parler, on connaît sa direction, mais on ne connaît pas son intensité. Et a priori, c'est peut-être ça qu'on veut déterminer. Et on a une troisième action mécanique, qui est l'action mécanique qui est transmissible par la liaison pivot entre le bâti ici
et le solide S. On va faire l'hypothèse qu'on est dans un système plan, c'est-à-dire que les trois résultantes sont comprises dans le même plan, et que les seuls moments qui nous intéressent sont donc orthogonaux à ce plan-là. Et donc à partir de là, comme l'action mécanique est transmissible entre le bâti et S, c'est transmissible par l'intermédiaire d'une liaison pivot, ça va donc être un glisseur. Donc là, en fait, on est en présence de trois actions mécaniques qui sont en fait trois glisseurs. C'est bon, le terme de glisseur, il ne faut pas que je redéfinisse. C'est une action mécanique qui peut s'exprimer uniquement avec une résultante en un point donné. D'accord, donc sans moment. Donc là, on se retrouve dans le cas de figure où on a trois actions mécaniques qui sont trois glisseurs exercés sur un même solide. Et a priori, vu la direction du vérin et la direction du poids, ben, au moins deux de ces glisseurs ne sont pas parallèles. Donc là, j'ai changé d'image parce que j'ai pas réussi à trouver deux images de la même chèvre, mais c'est le même principe. Hein. Et là, en fait, j'ai pris une photo pour être sur une représentation que j'allais pouvoir considérer comme plane. D'accord? Donc, je vous rappelle, on a l'action de la charge ici. D'accord, ici. La direction de l'effort du vérin, hein, qui est donc un groupe de deux solides soumis à deux glisseurs, donc on connaît la direction. Et on a encore cette action mécanique-là qui est inconnue. Okay. Maintenant qu'on a fait notre bilan des actions mécaniques, on va appliquer le PFS. Donc le PFS qui nous dit que la somme des actions mécaniques doit être nulle. Alors, pour appliquer le PFS, vous voyez, j'ai prolongé ici la direction du poids pour venir identifier en fait ce point de concours ici, I, que j'ai appelé I. Et en fait, quand on applique le PFS, on va faire la somme des torseurs en un même point, ou bien si on décompose le PFS, on va dire qu'on va utiliser la somme des résultantes qui doit être nulle et la somme des moments qui est nulle, et on parle généralement du théorème de la résultante statique et le théorème du moment statique. Pour écrire le moment, il faut se placer en un point défini. Alors peu importe en quel point on se place, le théorème du moment il sera toujours juste, la somme des moments sera nulle. Ici, pour la démonstration, on se place en ce point I que j'ai défini au préalable. Et donc la somme des moments me dit que le moment des trois actions mécaniques, si je les ajoute, ces trois moments doivent s'annuler en haut. D'accord? Donc, j'ai utilisé trois couleurs différentes pour chaque action mécanique. Le moment I de la charge sur le solide, le moment I du vérin sur le solide et le moment I du bâti sur le solide. Ce moment-là, il est nul. Pourquoi? Parce que je vois bien que si en ce point ici, là, au point où s'applique la charge, d'accord, si en ce point ici, j'ai un glisseur, c'est-à-dire que le moment en ce point-là, que je peux appeler par exemple le point C par exemple, le moment en C de l'action de la charge sur S est nul, donc si je déplace et que j'utilise le champ des moments pour l'écrire au point I, comme IC est collinaire au poids, le produit vectoriel va être nul, et donc le moment I de la charge sur S est nul. C'est bon? De la même manière, comme en ce point-là, au point B, on a considéré que l'on avait un glisseur, le moment I de l'effort du vérin sur S, en B, pardon, de l'effort du vérin sur S est nul. Comme IB, mon vecteur IB ici, est collinaire à la direction de l'effort du vérin sur S, le produit vectoriel sera nul, peu importe le sens de l'effort, peu importe sa norme, en I. D'accord? Donc il ne me reste plus que le moment I de l'action mécanique qui est transmissible par la pivot à cet endroit-là. Donc ce point-là, je l'appelle O. Et donc je viens dire que ce moment-là, il doit être nul. D'accord? Ici, je vois que le moment est nul. Donc si je l'écris maintenant en passant par le point O, donc ici j'ai mon champ des moments, mais
En haut, le moment est nul. Pourquoi? Parce qu'ici, on a une liaison pivot. Et donc, on a bien dit qu'on avait un glisseur à cet endroit-là. Et donc, il vient que ce produit vectoriel-là doit être nul. D'accord? IO, c'est un vecteur non nul. Et il n'y a pas de raison pour que l'action du bâti sur le solide soit nulle. Donc, ça veut dire que ce produit vectoriel est nul. Donc, ces deux vecteurs, ils sont collinéaires. Et donc, la direction de l'effort du bâti sur S doit donc être concurrente aux deux autres directions. Donc là, on vient de montrer que si j'ai deux glisseurs qui ne sont pas parallèles et que mon solide est soumis à trois glisseurs, bah alors les trois glisseurs sont concurrents. D'accord? Et ça, c'est vrai dans tous les cas de solides soumis à trois glisseurs non parallèles. Donc là, je pense répondre à la question qui m'avait été posée. Mais si on va jusqu'au bout, une fois qu'on a fait ça, on peut utiliser la deuxième équation vectorielle du PFS, qui est le théorème de la résultante statique, qui me dit que maintenant, mes trois glisseurs, si je les somme, ils doivent être nuls. Donc les trois résultantes doivent être nulles. Ok? Donc j'en connais un. Ce que je fais, je le reporte ici, au point I. Je prends la direction vers et je prends une parallèle qui passe par l'extrémité de mon vecteur du poids donc que je connais. Et donc cette relation vectorielle va me donner en fait graphiquement un triangle fermé avec ici l'action du bâti sur le solide et ici l'action du vérin sur le solide. Donc ça me permet de déterminer toutes les directions et toutes les normes et sens de mes vecteurs. Quand vous avez des résultats comme ça, vous pouvez quand même chercher à vérifier vos résultats. Et vous voyez que, en gros, si j'ai un poids qui est ici vers le bas, d'accord, le vérin, pour compenser, il va devoir pousser vers le haut, d'accord. Donc ça, c'est la force du let. Et pour éviter que ma barre S ici, elle bascule, parce que si je prends juste ces deux glisseurs, bah, a priori, la barre S, elle va vouloir tourner comme ça. Donc pour éviter que la barre S bascule, il faut que l'action que j'ai à cet endroit-là, bah, elle soit comme ça. D'accord? Et là, c'est mon vecteur vert. Donc a priori, ça a l'air d'être cohérent.